Bonjour, bienvenue à la Maison de la Poésie, comme chaque premier dimanche du mois, pour le goûter d'écoute Arte Radio, en direct depuis la Maison de la Poésie à Paris, en différé sur Facebook et sur YouTube aussi, et chez vous, si vous profitez de ce moment pour parler de podcast, pour parler d'enregistrer ses parents. Ça va être le thème du jour, parce qu'on a deux nouveaux documentaires, deux nouveaux podcasts plutôt très chouettes. Déjà en ligne sur Arte Radio, Mon père est sur écoute de Théo Fortunato, ici présent. Et en ligne à la fin du mois, Sur la vie de ma mère, de Lise Gomis, ici présente. Merci Lise, merci Théo d'être venu, d'avoir sacrifié ce beau dimanche pour le bien du podcast. Avec nous aussi Stella De Feder, qui est chargée de distribution et de communication web à Arte Radio et qui va relayer vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le Facebook, sur le YouTube. Et bien sûr, nous y répondrons, nous essayerons d'y répondre. Des questions sur, effectivement, ça veut dire quoi cette démarche d'enregistrer ses parents. On va écouter des extraits de chaque podcast et on en parlera avec les auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est difficile d'enregistrer ses parents ? Des parents qui n'ont pas forcément l'habitude de parler. Dans ce cas-là, on s'est rendu compte il y a 10 minutes, il s'agit de deux parents d'origine immigrée. Ça pose aussi d'autres questions sur cette mémoire qu'on essaye de transmettre à travers le podcast. Quelles sont donc les difficultés, pas vraiment techniques, mais psychologiques ? Comment les auteurs y ont répondu. Ces deux podcasts sont très différents l'un de l'autre, vous l'entendrez. Et puis, vous pouvez aussi avoir des questions beaucoup plus générales par rapport, je ne sais pas moi, des questions de nature épidémiologique ou un peu Mars ou des choses comme ça, quoi, auxquelles nous essaierons également de répondre parce que nous sommes absolument multicartes. Je suis Sylvain Gir, je suis le responsable d'Arte Radio et voici le goûter d'écoute Arte Radio, l'autre chose qui vous réunit tous les deux, Lise Gomis et Théo Fortunato, et c'est assez rare, c'est que tous les deux, vous venez de la radio, en tout cas, au quotidien, vous pratiquez la radio. Théo, tu travailles en radio associative, dans la Drôme, je crois, même pour être plus précis, dans le Diois. C'est ça ? Alors pas du tout. Mais ok, dans la ça Drôme, commence c'était bien. bon. C'était une question géographique. En général, au Trivial Poursuite, sur la géographie, je suis pas bon. Bonjour Sylvain, merci déjà pour l'invitation à ce goûter d'écoute. Et oui, je travaille du coup en radio associative dans la Drôme, mais pas exactement en Diois, plutôt dans la partie, j'ai longtemps travaillé dans les Baronnies, donc plutôt partie sud de la Drôme, et autour de Dieulefit, Bourdeaux, Vallée de la Drôme. Et ces radios, elles s'appellent comment ? Alors c'est Radio La, en l'occurrence, Radio Live et Radio Saint-Ferrol. 3 radios pour lesquelles je coordonnais une résidence de radio donc toute l'année dernière. Donc c'était 3 radios associatives et il y avait Média Audic qu'on accueillait, qu'Arte Radio connaît bien. Oui, Média Audic, c'était un grand auteur, notamment d'Arte Radio, effectivement, Voilà. qui a connu Lolita, qui a fait Poudreuse dans la Meuse, qui a fait beaucoup de documentaires assez connus. Et quand tu dis coordonner une résidence, de quoi s'agissait-il ? C'était quoi son rôle à Mehdi ? Alors Mehdi était accueilli sur le territoire pendant une année, toute l'année dernière, et du coup dans le cadre de cette résidence, il y avait à la fois ce qu'on appelle des ateliers qui sont liés un petit peu à l'EAC, mais côté média, donc de l'éducation média au sein des collèges, auprès des écoles. On a organisé un séjour radio avec des adolescents. Et puis parallèlement, on a mis en place des ateliers de documentaires sonores, donc un atelier sur chaque territoire avec chaque radio, donc une avec Radio Saint-Ferrol, une avec Radio La, et une avec Radio Live. Et le documentaire que j'ai proposé à Arte Radio et qu'on va écouter aujourd'hui a été entamé, en tout cas pendant cette résidence, pendant l'un de ces ateliers. Ça veut dire qu'il t'a aidé ? Il était là en conseil, en soutien ? C'était des groupes d'échange. Alors oui, ces oreilles ont été forcément très bienvenues, parce que les oreilles à Mehdi, c'est pas n'importe quelles oreilles. Et puis oui, c'était du coup beaucoup d'échanges, des retours. Moi, ça m'a beaucoup donné le courage aussi de le faire. Je pense que j'aurais pas proposé un pitch sur un sujet aussi avec autant d'enjeux pour moi directement à Arte aussi Radio. Intime, aussi personnel. Aussi intime, ouais. C'est-à-dire que je me mouille beaucoup quand même dans ce sujet. Je mouille un peu mon père aussi, et c'était pas forcément, voilà, c'est pas un des sujets les plus faciles à mettre en avant et à faire un doc. Donc je pense que ce qui m'a aidé, c'est justement cette résidence, le fait de le faire pendant un atelier en groupe restreint avec les oreilles de Mehdi, comme je disais, et puis c'est des oreilles amies, puisque c'était beaucoup des connaissances. Et puis voilà, je me rappelle même qu'au début, j'ai commencé à le présenter de manière assez large en disant que je voulais faire un doc sur les proches qui ont, enfin les personnes qui ont des troubles psy.
Et puis petit à petit, j'ai dit bon bah ça tombe bien parce que mon père. Et puis jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait je voulais faire un doc sur mon père et c'était très bien et ça m'a en tout cas donné le courage. Il a fallu que je passe par toutes ces étapes, je pense, pour pouvoir proposer un doc, avoir des écoutes et des retours aussi de leur part, quoi. Et toi, Lise Gomis, tu as beaucoup travaillé pour Radio Nova. Je ne sais pas si tu y travailles encore. Alors non, j'y travaille plus, mais effectivement, ça a été mon premier job en 2004. Exactement. Bon, bah, chez Nova, on fait tout. Hein. On commence, on fait la vaisselle, et puis un jour, on se retrouve à l'antenne, on ne sait pas comment. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai travaillé avec eux jusqu'à l'année dernière, quasiment, oui. Donc, tu as fait de l'antenne, tu présentais tes émissions. J'ai fait de l'antenne, exactement. Alors, au début, je faisais des chroniques parce que je suis allée vivre entre-temps au Canada. Donc, je faisais un peu des chroniques culturelles depuis Montréal. Ensuite, je suis partie au Brésil, donc ça s'est poursuivi. Et puis, quand je suis revenue, on m'a demandé d'en faire plus régulièrement. Et puis, les dernières années, je travaillais donc avec Bintou Saint-Poré sur l'émission Néo Géo le dimanche matin. Émission culte de Nova qui existe depuis un moment. C'est Nova, c'est vraiment l'une des premières radios que j'ai adorées, enfin quand il y a eu l'explosion de ce qu'on a appelé les radios libres dans les années 80, et ce qu'on appelle les radios libres, elles ont donné naissance à des radios très différentes. D'une part, les radios associatives de catégorie A, qui sont donc sans publicité, et puis les radios entièrement privées comme Nova, qui dépendent de la publicité ou, dans le cas de Nova, d'un milliardaire sympathique. C'est ça. Enfin, en tout cas, voilà, d'un milliardaire destiné à dépenser son argent d'une façon sympathique, on va dire. Et je vais vous demander, je suis invité à un festival la semaine prochaine à Lyon. Enfin, quand je dis je suis invité à Lyon, je suis invité à rester chez moi et à parler avec les Lyonnais. Et le thème, c'est « Le podcast est-il la nouvelle radio libre ?» Quelque part, oui, je pense. Parce qu'il offre une certaine liberté, donc liberté libre, oui, évidemment. Et puis je pense que ça permet aussi à certaines personnes qui pensaient ne jamais pouvoir prendre un micro, ou en tout cas qui pensaient que jamais on leur donnerait l'occasion de s'exprimer, de le faire. Alors bon, des fois c'est fait de façon un peu foutraque, je dirais. Et petit à petit, une fois qu'on avance, qu'on a fait toutes les erreurs qu'on devait faire, on commence à prendre le bon chemin. Donc je pense que quelque part, oui, le podcast serait un peu les nouvelles radios libres. Théo ? En tout cas, je dirais que c'est peut-être grâce aux radios libres que le podcast existe aujourd'hui, parce que c'est peut-être les radios libres qui ont donné la liberté de ton et de format qu'on trouve dans le podcast. Et ça, je trouve ça super, avec un nouveau support qui est celui du web. Et du coup, c'est la radio libre qui s'adapte, peut-être. Après, je tiens aussi beaucoup à la FM, et je pense qu'il y a aussi d'autres prérogatives, peut-être, aux radios associatives locales qui ont tout un travail aussi de proximité avec les habitants, d'ateliers, avec tout un travail de terrain que peut-être fait un petit peu moins le podcast, même si le podcast le fait à travers les documentaires et à travers les créations. Donc je pense que les deux se complètent, et en tout cas, ouais, là où ils se rejoignent, c'est sur cette liberté qui est super importante en plus en radio pour moi. Mais en termes de documentaire radio, c'est en tout cas de mon point, c'est votre premier documentaire sur Arte Radio, à l'un comme à l'autre. Ouais. Ok. Eh bien, on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, enregistrez ses parents, posez vos questions à Lise Gomis, à Théo Fortunato. On va commencer par le documentaire Mon père est sur écoute de Théo Fortunato. Donc, il est déjà en ligne sur Arte Radio, donc vous pourrez l'écouter, évidemment, quand le goûter sera fini, sinon ça serait dommage. Vous pourrez l'écouter en entier. On va écouter un extrait d'une dizaine de minutes, assez court, mais assez marquant de ce docu, donc qui a été entièrement réalisé, prise de son, montage et tout par Théo Fortunato, mais avec un petit coup de pouce d'Arte Radio pour la finalisation, où Théo est venu à Paris le finaliser avec Charlie Marcelet, donc finaliser ce qu'on appelle la réalisation, enfin le dynamisme, le rythme, et surtout le mixage avec Charlie Marcelet. Voici un extrait de Mon père est sur écoute de Théo Fortunato, disponible dans le podcast Profil. Ça dure 9 minutes. Allons-y. Je suis arrivé, je pensais que c'était bien isolé l'appart. C'est après, j'ai entendu toute la journée, boum, boum, du bruit comme ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande ouverture dans la porte qui donnait vers le couloir. Et je vous embêtais avec la télé. Ça vient de là, je crois. Qu'il a commencé à m'emmerder après, à taper tout le temps, quoi. Après, voilà, comme je n'ai pas de voiture, je suis à pied. Tous les gens qui habitent dans ce village-là, ils ont tous des villas, des Mercedes et tout ça. Ah, je passais pour un marginal, quoi, voilà.
Et maintenant, c'est carrément la mairie qui m'emmerde. Ils veulent que je parte de l'appartement. Maintenant, je vais me trouver à la rue. Heureusement que j'ai mon fils. 2 personnes que j'aime le plus au monde, c'est toi et Léa. Léa dit que je suis fou. Léa dit que je suis fou. Léa dit que c'est de la parano. Hein. Quand on souffre d'une maladie psychique, on vit dans une réalité qui n'est pas la même que celle du sens commun, on va dire. Mais ça reste néanmoins la réalité pour la personne qui la vit, c'est sa réalité à elle. Si on me dit que là, cette table, elle n'existe pas, je vais jamais vous croire et je continuerai de vous dire, non, je vous assure, la table existe. Mais parce que moi, de toute façon, je la vois. Vous la voyez ou pas, c'est pas mon problème. C'est les gens qui travaillent pour la mairie qui viennent chez moi. Ils passent à la maison, je sais qu'ils passent à la maison. J'ai vu, hein. C'est totalement insupportable de s'entendre dire que ce n'est pas vrai. Donc, parler de déni quand on est un soignant, c'est porter un certain regard sur la personne. Mais la personne qui souffre d'une maladie psychique, elle a une difficulté dans son rapport au monde. C'est pas en lui disant que le monde dans lequel vous vivez, c'est pas le vrai monde, qu'on va pouvoir réellement l'aider. Tu me crois pas, toi? Tu me crois pas? Ça m'énerve. C'est vrai, pourquoi tu me crois pas? Une patiente dit un jour à son psychiatre, vous me dites que vous refusez de croire à mes voix et de refuser le fait qu'elles existent, et dans le même temps, vous croyez bien en Dieu, alors que moi, je n'y crois pas du tout. Et ce psychiatre a eu l'honnêteté de dire, en fait, c'est vrai, moi, ma réalité, c'est que Dieu existe, alors pourquoi est-ce que la réalité de cette personne-là, ce serait pas que ces voix-là, elles existent? Et à partir de ce moment-là, il a pu prendre le chemin à rebrousse-poil et puis reconnaître cette réalité des voix, puis du coup, il l'a accompagné dans le fait de pouvoir composer avec ça. Maintenant, tout ce que je peux, c'est trouver un petit studio et faire ma vie tranquille. C'est tout ce que je veux. Être tranquille, peinard. C'est tout ce que je veux. Réparer mon ordinateur, parce qu'ils m'ont tout piraté. Mais maintenant, c'est vrai. C'est écrit IPVS. IPVS, ça veut dire connexion en groupe. Donc ça veut dire que je suis en connexion avec plusieurs ordinateurs. Ça, c'est le merde. Bien sûr, il a reçu le mail. Il a dit, ah bon, maintenant on va le pirater vraiment. Comme ça, il va savoir qu'est-ce que c'est être piraté. Parce qu'avant d'envoyer le mail, j'étais pas du tout piraté. Ah, c'était de la parano avant. Eh oui. Là, c'est pas de la parano, c'est ça que c'est chiant. C'est comme un mentor. Il n'arrête pas de mentir, de mentir, de mentir. Et après, un jour, il dit un truc, c'est vrai. Et personne ne va le croire parce qu'il a passé toute sa vie à mentir. Moi, c'est pareil. Comme j'ai fait beaucoup de crises de parano, maintenant, il y a une chose que c'est vrai. Tout le monde pense encore que c'est de la parano. Mais là, j'ai bien la tête sous les épaules, c'est pas de la parano. Hein. Cette nuit, on m'a harcelé, faire de bruit toute la nuit. C'est vrai, ça. Tu me crois pas? En fait, je suis un peu perdu, quoi. Pour lui, il est pas malade, il consulte pas. Quand j'ai des psychiatres au téléphone, ils me disent que ça sert à rien de le forcer parce qu'il faut une adhésion de sa part pour un suivi psychiatrique. Bon, parfois, il arrête ce traitement. Quand il le reprend, finalement, c'est souvent trop tard alors qu'il y a une hospitalisation. Il refuse la SNP parce qu'il est pas malade, en fait. Quand je fais de la parano, je m'aperçois pas que je suis en train de faire de la parano. Il a arrêté de travailler à ce moment-là et depuis, il a du mal à se remettre dans une démarche d'activité. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Les bruits, je supporte pas les petits bruits. Là. De chaises. Je sais pas qu'est-ce. Je sais pas qu'est-ce.
Le cerveau ne peut pas se rendre compte. C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est simplement qu'ils n'ont pas conscience de la maladie. Je pense que de le savoir, moi, ça m'a aidé. Et je crois que de cette manière-là, on s'énerve moins. On s'énerve moins, on dit bon, bah, ok, tu peux pas. Je t'ai fait ça plein de fois. Mais ça te coûte rien, tu vois, de faire ça. Mais ça va rien changer. Pour que ça soit sécurisé. Tu vois pas quand j'ai fait au sujet de cet ordinateur. Regarde. Pourquoi tu fais au sujet de cet ordinateur? Je vais mission légale. Hein? J'ai fait legal notice. C'est normal. Et pourquoi tu fais ça? Bon, mais tu me crois pas. D'accord. Quand j'aurai de l'argent, je vais le réparer, mon ordi. Et tu vas claquer des sous pour rien, il marche ton ordi là. Non, il marche pas, tu vois. À propos de cet ordinateur. Mais j'ai vu que tu vas pas le refaire 10 fois. Mais oui, mais mon ordinateur, il n'est pas... Ah, d'accord, ok. Non, je vais voir la bouffe. Comment est-ce que nous aussi, on n'est pas sur des postures rigides, mais qu'on accepte d'apprendre et d'être transformé par la personne? C'est plutôt cette question-là, plutôt que d'être dans une posture soignante où on va se retrouver dans une position hiérarchique à quelqu'un qui est censé être bien portant, va être au-dessus de l'autre qui est moins bien portant ou pas bien portant du tout. Pourquoi tu vas boire un café à cette heure-ci? Petit, parce que c'est une habitude après ma vie. Mais tu dors pas? Mais je dors bien, t'inquiète pas. Hier, je me suis couché, j'ai dormi tout de suite. T'as pris un somnifère? J'ai pris un Octamide. Si je prends le tertien, là, je souffre. Là, ça me fatigue vraiment. Mais tu devrais prendre ton traitement. Le tertien, je ne prends pas. Je peux même pas aller prendre du soleil, ça me laisse en souquer toute la journée. Oui, mais il faut que tu te sentes bien. À adoucir le climat politique dans notre pays, redonner du sens politique, redonner confiance aux citoyens et citoyens. La présidente du Rassemblement national en direct. D'abord, je suis évidemment très heureuse, à plusieurs titres, parce que c'est une victoire. Pourquoi elle est heureuse? C'est un travail de longue haleine, Hein? qui ce soir. Parce qu'il est passé à Perpignan. Une vraie grande victoire. C'est pas seulement d'ailleurs une victoire symbolique, hein, c'est un vrai défi. Parce que nous allons aussi pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer des grandes collectivités. Ils ont gagné qu'à Perpignan. On dirait qu'elle a gagné en tout cas. Bédaride. Alors évidemment, cette satisfaction intervient dans une élection pour le moins étonnante, qui est également à suivre sur arteradio.com. Voilà, extrait de Mon père est sur écoute, un documentaire de Théo Fortunato qui est déjà en ligne sur le fil de podcast Profil d'Arte Radio, donc vous pouvez écouter. Un documentaire, comme vous le voyez, avec une forme très particulière, très poétique, qui a fait beaucoup de superpositions, de nappes, de tissages, et dans lequel Théo enregistre son père et d'autres gens, mais en fait ce qui a déclenché l'envie de ce documentaire, donc on entend là ton père aussi bien portant avec son humour quand il entend Marine Le Pen à la radio, mais c'est le fait que tu as senti qu'il allait pas bien, qu'il commençait à perdre pied. Comment tu le caractérises? Alors, pendant l'enregistrement, là, cet enregistrement, en fait, c'était une période où il était en séjour chez moi parce que justement, ça se passait pas très bien chez lui, donc il venait se reposer un petit peu quelques jours chez moi. Donc c'était en effet un moment où ça allait pas. Après, ce que j'ai voulu montrer, enfin, si je reviens sur cette dernière scène, c'est que oui, en effet, il y a aussi toute une partie où on a beaucoup de complicité. C'est très présent dans le doc aussi. J'ai essayé de mettre beaucoup de situations documentaires comme ça où on se retrouve tous les deux au café, enfin à plein de moments différents. À la fois pour plonger aussi l'auditeur, l'auditrice avec nous, et puis pour montrer aussi que malgré la maladie, il y a plein de moments de lucidité, de complicité entre nous. Et voilà, c'était un petit peu ça. C'est quelque chose qui est très important dans la démarche documentaire. Souvent, les gens nous disent c'est quoi la différence avec un reportage ou avec le journalisme? Je pense que l'une des réponses, et en tout cas c'est le cas sur Arte Radio, mais dans d'autres documentaires radio bien sûr, ou des documentaires télé ou cinéma, c'est qu'on ne résume pas le personnage à son cas. Alors que dans le journalisme, dans le reportage, on va voir quelqu'un dire « Ah, vous êtes une victime, vous souffrez, vous nous racontez ça, merci, au revoir ». Un documentaire, c'est ce qui fait exister quelqu'un en dehors de la raison pour laquelle on vient le voir. Et donc, c'est pas un documentaire sur les vieilles personnes qui perdent la boule, c'est pas seulement cette question-là, mais...
Surtout, alors d'autant plus que mon père n'est pas très âgé. Et, non, c'est non, pas que il a mon âge, ce qui j'avoue m'a filé un coup quand je l'ai appris. Non, c'est en effet, c'est tisser le portrait, enfin même pas le portrait, en fait, une relation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la radio et dans le documentaire radio, c'est qu'elle permet cet échange entre personnes, ces interactions humaines qui sont irremplaçables pour moi à plein d'égards, et que la radio permet, du fait du micro aussi. Je trouve que le micro, et là en l'occurrence c'était spécialement le cas, c'est à la fois un prétexte à l'échange, et ça permet un petit peu ce cadre à la communication, et en même temps c'est presque un catalyseur, un facilitateur en tout cas de ce qui se dit, un petit peu comme s'il y avait une troisième personne avec nous, invisible, qui est l'auditeur et l'auditrice, et qui permet de passer des messages. Et moi j'ai eu pendant l'enregistrement en tout cas, il y a des choses qui se sont dites qui ne se seraient peut-être pas dites. Mais c'est sûr, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et je vous encourage à nous envoyer vos questions, vos réflexions pour qu'on y réponde, parce que c'est le cas aussi pour le documentaire de Lise Gomis auprès de sa mère, bien sûr. C'est le micro, et je le répète souvent, mais c'est Inès Léraud, la documentariste Inès Léraud, qui disait ça. Elle disait, on dit le micro est une arme, mais c'est aussi un bouclier. Le fait d'avoir effectivement, comme tu dis, un troisième tiers dans la conversation, met les choses à distance. En même temps, tu parles de distance, on l'entend là dans cet extrait, et on l'entend encore plus dans la totalité. On t'entend aussi t'énerver. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas content. C'est-à-dire que ton père, pour situer un peu les choses, ton père pense que des voisins rentrent chez lui, piratent son ordinateur, piratent son téléphone, changent ses bouteilles de gaz. J'imagine que c'est assez violent pour son fils de voir son père dans cet état. Et tu ne caches pas dans le cul que tu t'énerves aussi. Tu as une forme d'agressivité, enfin, tu réagis mal à ces propos. On passe par toutes les émotions en fait, et je pense que c'est le cas de la plupart des aidants ou de personnes qui ont, enfin des proches de personnes qui ont des troubles psychiques, c'est qu'on passe par toutes les humeurs, et forcément parfois c'est conflictuel. Il y a plein de scènes hyper conflictuelles avec mon père, parce qu'il y a cette réalité-là qui est la sienne et cette réalité qui est la mienne, et on est un peu parfois en dialogue de sourds comme ça, parce que j'ai l'impression d'être censé, lui pas, et du coup j'ai ce rapport un peu presque de supériorité avec lui aussi, qui peut s'entendre à un moment là quand on parle du café. Je lui dis prends ton traitement machin, et en fait c'est vachement difficile de pas rentrer dans le conflit dans ces moments-là. Donc forcément il y a des scènes conflictuelles. Je voulais que ça s'entende, je voulais que ce soit pas trop présent dans le documentaire non plus, pour montrer aussi toute l'humanité aussi. Oui, ce qu'on disait, il y a d'autres choses. On n'est pas qu'un cas psychique, on est aussi une personne, on a aussi un vécu. Et puis même derrière ce cas psychique, j'ai l'impression que ça parle de beaucoup de choses de lui tel qu'il l'était avant d'être malade. C'est-à-dire que ça parle aussi, ça contient une partie du monde, de la précarité dans laquelle il était, des angoisses qu'il avait avant. Le documentaire il commence un peu comme ça, par l'histoire d'un rêve, en fait un rêve prémonitoire. Et en fait, je le trouve assez révélateur, ce rêve, parce qu'il parle de personnes qui lui envoient des pierres pour qu'il parte de chez lui. Et ça, c'était avant qu'il soit malade. Et en fait, ce rêve, ces angoisses qu'il avait derrière, c'était... et d'ailleurs, quand ça se provoquait au début, c'était quand il avait une facture qu'il ne pouvait pas payer. Et du coup, il y a des choses comme ça. La peur de se retrouver à la rue, la peur d'être expulsé. Il a vécu pendant 20 ans dans un HLM où les murs étaient en carton et où on entendait les voisins pisser. Donc, on se dit qu'à force... Donc ça vient pas de rien, tu veux dire que son délire, entre guillemets, ces fantasmes un peu paranoïaques, ils viennent pas de rien. Je pense que ces angoisses sont des angoisses qui viennent d'un environnement, d'une... Je pense, après c'est toujours difficile de se dire est-ce qu'il y avait quelque chose de latent et du coup ça a favorisé, ou en tout cas les angoisses se sont traduites à travers la maladie, ou est-ce que ça l'a provoqué aussi en partie. En tout cas c'est sûr qu'il y a un lien, quoi. Et c'est comme ça que j'ai voulu introduire le documentaire aussi, quoi. C'est par ce rêve justement qui était révélateur de avant qu'il soit malade, et juste après on se retrouve et il dit cette phrase je suis à la rue, alors qu'il n'est pas du tout là, il est malade, mais en fait c'était l'angoisse qu'il avait à l'époque où il n'était pas malade, quoi. Parce que vos deux parents viennent de milieux très populaires, vous avez tous les deux grandi dans des milieux très populaires, on va le dire, ce qui est aussi quelque chose dont on va parler, sur lesquels j'attends avec impatience vos questions. D'ailleurs, Stella, il y a déjà des questions? Fantastique. Oui, on a déjà des questions. Alors, il y a Muriel qui dit déjà chapeau à Théo pour le recueil de la parole de son papa, et qui est curieux de savoir si du coup Théo tu l'as enregistré au fil de l'eau et tu as écrit un scénario, ou si tu l'as d'abord écrit puis enregistré. Et ensuite la seconde partie de la question, c'est comment tu as recueilli le consentement de ton père, si tu lui as fait écouter ton documentaire. Muriel, ça c'était mes questions que j'allais poser juste après. Merci, très bonne question. Donc effectivement, moi je dis souvent aux auteurs, un documentaire ça s'écrit avant. Et les auteurs me disent non, il y a du réel, on y va puis on verra bien.
les deux se J'ai l'impression justifient. que ça se fait avant, pendant et après, quoi. En fait, c'est ça se fait avant parce qu'on a des idées. Moi, je savais ce que je voulais aller chercher, ce qui me paraissait intéressant chez mon père et dans notre relation à nous. J'avais ces idées-là qui étaient écrites. Alors, je passe pas beaucoup par le papier, par l'écrit. Je l'écris, mais je l'imagine plus, quoi. Et après, forcément, l'enregistrement, le réel transforme un petit peu l'écriture. À partir de ces captations-là, eh ben, en fait, on se dirige autrement. Puis il y a des choses super qui sortent et on se dit on va axer là-dessus. Et après, encore une fois, au montage, on va essayer de tout réécrire, tout ça, quoi. Donc je ne sais pas si ces étapes, elles sont vraiment... elles ne sont pas linéaires. En tout cas, à chaque moment, je pense qu'il y a de l'écriture. Et après, pour la deuxième question, mon père a été assez formidable là-dessus. C'est qu'il a consenti, il a accepté. Et l'accord entre nous, c'est que par contre, il avait moi, je lui avais dit qu'il avait un droit de veto à tout moment, quoi. Ce qui se fait jamais normalement dans le documentaire. Je suis contre, moi, personnellement, donner le droit de veto au personnage, mais bon. Oui, mais je peux comprendre. Bien sûr. Voilà, quand on a de l'affect, quand il y a autant d'affect, autant d'enjeux et tout, je pense que c'était l'accord tacite et que je l'aurais pas fait sans, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque moment, en fait, à chaque moment, disons que j'ai fait écouter quelques rushs rapidement, mais plutôt des rushs où on était ensemble, où on blaguait, des moments un peu sympas. J'ai fait écouter le montage, une première étape de montage. Il y a certaines choses qu'il m'a demandé de ne pas mettre, je ne l'ai pas mis. Donc c'est des choses importantes? Non, c'est des choses anecdotiques. C'est vraiment anecdotique, donc ça permet, en fait, ça change pas la narration de l'histoire, ça change pas la compréhension du personnage et du sujet et tout, mais c'est des choses qui pouvaient être sensibles pour lui, donc il m'a demandé de les enlever et je les ai enlevées, quoi. Et toi, Lise, du coup, avant qu'on en vienne à ton documentaire, tu as aussi t'as un engagement vis-à-vis de ta mère de lui faire écouter ou... Alors en fait, je pense qu'elle ne veut même pas l'écouter. C'est-à-dire que j'ai mis du temps avant de la convaincre. Elle a fini par dire oui, mais j'ai bien senti que ça l'a travaillé beaucoup. Elle a dit oui parce qu'elle a compris le sens de ma démarche quand je lui disais l'idée c'est pas tant de raconter son histoire pour raconter son histoire, c'est ce que ça dit derrière et est-ce que ton histoire peut parler potentiellement à d'autres personnes. Et est-ce que quelque part tu pourrais être un exemple à suivre? Ce sont ces mots-là qui l'ont rassurée, mais le fait de s'entendre pour elle c'est une angoisse absolue. Donc je sais que je vais lui faire écouter, mais c'est pareil, c'est comme le consentement, je vais devoir la travailler petit à petit et un jour où on va être toutes les deux à la maison un week-end, je mettrai l'enregistrement et elle l'écoutera de cette manière. Alors que si je la préviens et je lui dis demain je viens et tu écouteras ça passera pas. D'accord. C'est bizarre, mais oui. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, Théo, c'est donc toi, évidemment, ta première réaction, c'est un peu une réaction de colère, de tristesse et tout, ce qui fait que du coup, tu rentres dans un peu cet affrontement, avec ton père. Et ce que te disent tous les soignants, parce que donc il y a plusieurs niveaux dans le documentaire de Théo, qui est très finement tissé, qui est fait de couches de voix qui se superposent et tout. Et ce que te disent tous les soignants et les associations d'aide aux proches de personnes qui vont pas bien, c'est qu'il ne faut pas contredire. Il ne faut pas contredire la personne qui est atteinte de troubles psychiques. Comment tu gères ça, du coup comme le dit très bien, d'ailleurs, je les remercie beaucoup, Guillaume et Agnès, là, qui sont vraiment super, qu'on entend tout au long du doc, qu'on a entendu dans l'extrait. Là. Et puis l'UNAFAM, l'association qui est très bien aussi. Là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quelqu'un qui souffre de troubles psychiques, comme ils le disent très bien, c'est sa réalité à lui. Et c'est même une façon, quelque part, d'ordonner les choses comme la religion, comme la politique pour certains. Et du coup, c'est très conflictuel, forcément, quand il y a une croyance, parce que je l'associe presque à une croyance en face, d'aller contre ça, quoi. Moi, je pense que c'est sa façon d'expliquer aussi, comme je le disais tout à l'heure, ses souffrances, tout ça. On vit dans un monde quand même violent et il faut réussir à mettre de l'ordre dans ce bordel-là, et chacun le fait comme il peut, et lui, il le fait de cette manière-là. Et le fait d'aller contre, ça lui convient pas parce que ça vient désordonner quelque chose qui était ordonné pour lui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas, c'est sa réalité à lui. Mais du coup, tu n'as pas eu l'impression que ce que tu faisais était violent? De faire ce documentaire, le fait de l'enregistrer, de le mettre face à ses contradictions, à son délire. T'avais pas peur que ça puisse être... Si, bien sûr. Les enjeux étaient énormes. Et du coup, j'ai eu cette peur-là. Après, le fait qu'il y a quand même plein de moments de lucidité où il parle lui-même de sa maladie, où il explique à un moment, là dans l'extrait, on entend quand je suis parano, je m'en rends pas compte. Il y a plein de moments comme ça où en fait, il se rend compte de cette maladie-là. Alors les moments où ça va un peu moins bien, forcément...
il l'a pas. Mais du coup, on arrive assez facilement à en parler. Je veux dire, quand il va pas bien, ça devient même parfois on se marre, quoi. C'est-à-dire qu'on se rappelle les trucs qu'il a fait, et puis lui, ça le fait rire. Et dans les moments où ça va bien, parce que sinon, forcément, c'est une souffrance dure aussi pour lui de vivre ça. Mais... On reviendra sur cette question de ce que le podcast peut déclencher dans les familles, peut favoriser comme parole, mais on va passer à l'écoute du... Non, Stella, dis-moi. Alors, j'ai juste une petite question de Jean Bonnois qui s'interrogeait sur le dispositif mis en place. C'était dans des moments particuliers et surtout si ça avait été un élément perturbateur dans la vie quotidienne de ton père. Alors, est-ce que tu penses que ça a perturbé la vie quotidienne de ton père et comment tu t'y es pris? Le dispositif radio? Ouais. Là, c'est encore, je sais pas si ça l'a perturbé, ça le perturbe un petit peu, ça l'a perturbé par moment. C'est difficile de répondre à cette question en fait, parce que je sais pas dans quelle mesure ça peut déclencher des choses pas chez lui. J'espère qu'il le reçoit bien en tout cas pour l'instant. J'espère que ce sera le cas ensuite, mais je sais pas si c'est ça, si j'ai bien compris la question. C'est un documentaire mais... en termes de dispositif, c'est de la stéréo et c'est un documentaire vraiment pris sur le vif où tu t'attaches à capter des situations et puis quelques interviews avec des psychiatres, avec des aidants, mais en général, tu travailles vraiment en termes de situation. Dans le documentaire de Lise Gomis qu'on va écouter maintenant, il y a des situations. Donc c'était le projet qu'on avait, c'était que tu échanges avec ta mère, que tu retournes avec elle, ce qu'on va entendre dans l'extrait, là où elle avait habité. Et sinon, il s'agit en fait d'une interview que j'ai fait avec toi. Tu racontes. Donc l'enjeu, pour préciser pourquoi on s'est lancé dans cette affaire qui date d'un moment, c'est qu'un jour tu nous as parlé de ta maman, parce qu'on se connaît par ailleurs, on n'avait jamais travaillé ensemble, à la cantine d'Arte, là où naissent les plus grands chefs-d'œuvre, les plus grands projets. À la cantine d'Arte, tu t'es mis à nous parler de ta mère, qui est originaire de la Guinée-Bissau en Afrique. Tu t'es mis à parler des traditions de la Guinée-Bissau et de certaines que tu avais conservé et en même temps des chocs culturels et tu as dit ma mère c'est la première féministe, c'est elle qui m'a appris le féminisme et l'indépendance et pourtant je suis pas sûr qu'elle connaisse le concept mais au moins elle m'a transmis ça et c'est là-dedans qu'on s'est lancé dans cette aventure. Donc on écoute un extrait pareil de 9 minutes sur la vie de ma mère de Lise Gomis avec un montage de Sarah Monimard qui réalise, et un mixage, encore une fois, de Charlie Marcelet sur la vie de ma mère, Lise Gomis. Quand j'étais petite, moi j'avais honte quand on devait écrire. Au tout début, à l'école ici, là, Maurice Ravel, en primaire, parce que dans ma classe, on n'était pas beaucoup d'immigrés. Donc quand on devait écrire profession des parents, je voulais pas écrire femme de ménage et ouvrier spécialisé. Ce qui me rassurait, c'est que je savais que j'avais au moins 2 copines, Amalia et Awa, elles allaient écrire la même chose. Mais si je pouvais cacher, je cachais. C'est après, plus tard, que j'ai plus de problème. Mais quand t'es au CP, tu veux pas dire que ta mère, elle est femme de ménage. Ma mère, elle travaille au bureau. C'est vrai. J'avais oublié que j'avais écrit. Ma mère, elle travaille dans les bureaux, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, je le sais, je me rappelle. Tu dois être faire. Arrête de me crier dessus. Oh, mais oui. Elle monte à Paris en 67. Et en fait, elle est enceinte de mon frère et elle se retrouve dans un appart, mais c'est même pas un appart, en fait, c'est une cahute. En gros, mon père, qui n'avait pas d'appart, lui, habitait au foyer et il a fait un échange avec un pote à lui, ouvrier, qui lui avait un mini-appart en lui disant « Ma femme va venir, j'ai absolument besoin d'avoir un vrai appart, est-ce qu'on peut switcher? Moi, je te file ma chambre au foyer, tu me files ton appart et le deal, c'est que tu viens manger tous les jours à la maison puisque elle sera là, elle fera à manger. » Le type se dit, deal, on fait comme ça. Donc il leur laisse l'appart. Mais dans l'appart, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de frigo. Elle se retrouve là, c'est en face d'une nationale et en face de la Seine. Et en fait, elle part en dépression. Je l'ai questionnée. Je lui ai demandé, mais alors, où est-ce que tu es arrivé mais alors, c'était comment ton premier appart? Et elle me dit, la ville, c'était Rolleboise. Alors moi, évidemment, Google, je cherche Rolleboise et je vois Rolleboise, 2000 habitants. Je me dis, ah oui, effectivement, c'était tout petit. Et je lui dis, est-ce que tu te souviens de là où c'était? Et elle me sort l'adresse exacte. Ah oui, 14 millions aussi, une fois. Parle en français, mamie, j'enregistre. Tu racistes quoi? Il y a rien à racister. Et un jour, elle me dit, tu m'emmènes à Leroy Merlin, comme elle aime bien me prendre pour son Sherpa. Je lui dis, ok, je t'amène à Leroy Merlin. On fait notre petite course. À la fin, elle me voit prendre un chemin, elle me dit, mais où tu vas? C'est pas le chemin de la maison? Oui, attends 2 secondes, il faut que j'aille chercher un truc. Et là, j'arrive et je vois sa tête.
Et je vois vraiment à quel point ça l'a bouleversée de revenir là. Et elle me dit, mais t'es tellement têtu. Je dis, oui, je suis têtu, mais j'ai besoin de savoir. Bah, moi, je pensais pas que t'allais t'en souvenir. Hein. Je n'oublie pas, ça c'est mon premier souvenir. On n'oublie pas notre premier souvenir. Mais c'est un mauvais souvenir. Ah, c'est un mauvais souvenir. Mais on n'oublie pas ça. Mais quand t'étais à Rolleboise, t'avais envie de repartir en Afrique ou pas? Bien sûr. Si c'était à 5 km, je fais demi-tour. Là, le fait d'être en France, en fait, elle s'est rendue compte à quel point le monde, il était hardcore à l'extérieur. Et elle s'est dit, si je me prends pas en main, si je laisse tout dans les mains de mon mari, en fait, on va couler, quoi. On va pas se mentir, hein. Le grand truc de ma mère, c'est de dire, les hommes sont bêtes, je vous le dis. Si vous les laissez, on va tous couler. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la main, parce que si tu leur laisses la main, tu peux être sûr que tu vas mourir avant l'heure. Ça, c'était sa grande théorie. Et là, elle comprend très vite qu'il y a d'autres appartements et que Renault fournit des appartements à ses ouvriers. Et elle dit, mon père, je ne reste pas ici. Tu te débrouilles, moi je veux un appartement comme les autres, avec une vraie gazinière, de l'électricité, des toilettes. Et un jour, elle lui pète une crise en lui disant où tu me payes le billet, je rentre à Dakar, moi je suis pas venu ici pour vivre une vie de merde. Et quand est-ce que tu as su que vous alliez plus retourner en Afrique? Du moment que les enfants grandissent, on sait que les enfants ils vont pas partir là-bas. C'est de là qu'on dit que notre vie il va finir en France. On va finir notre vie en France. Elle part donc au Muro et là elle entre dans la communauté des Mandjaks des Mureaux. Donc Mandjak, c'est l'ethnie dont je viens en Guinée-Bissau, et c'est comme ça qu'elle commence à construire une espèce de vie sociale avec les autres femmes qui elles aussi sont femmes au foyer. Et d'année en année, elle se dit bon, encore une fois, je vais pas rester à ma place. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi tous les jours, j'attends que mon mari revienne du travail à 18h. Je fais la popote, c'est très bien, mais je pense qu'on pourrait vivre mieux si j'avais un job, ça changerait tout. Elle voulait pas la grande vie, elle voulait pas vivre comme une riche, mais elle se disait, si je fais juste les comptes, ça ne tient pas. Donc elle dit, ok, je vais aller travailler. Et là, en fait, elle entre dans un espèce de combat avec mon père, parce que mon père, il est encore à l'ancienne, quoi. La femme ne doit pas travailler. Qu'est-ce que va penser la famille là-bas si je leur dis qu'elle a pris un job? C'est hors de question, elle n'ira pas travailler. On s'engueulait tout le temps, mais je suis partie travailler. Alors, je n'ai pas dit à mon mari. Je lui dis, c'est quelque chose à regarder à Conforama. Comme la dame est têtue, de toute façon les chiens font pas des chats, aujourd'hui je me rends compte à quel point je lui ressemble. Elle dit non, et elle rencontre une femme qui, elle, avait un job de femme de ménage dans les hôtels en bordure d'autoroute. Et donc elle y va au bagou, et le type lui dit mais non, mais je peux pas, en plus t'as pas de papier, et elle négocie avec ses 3 mots de français, et évidemment il la paye au lance-pierre, mais en tout cas elle commence ce job. Je suis partie chercher le travail samedi. Dimanche, je suis partie travailler. Elle revient à la maison, elle dit ça à mon père. Ils sont s'engueuler. Crise absolue. Il m'a dit, les enfants, ils sont encore petits, tu vas pas travailler. Sauf qu'au premier salaire, il se rend compte que, avec un peu plus d'argent, t'as une vie un peu meilleure. On peut se disputer, mais je lui dis non. Et donc elle commence comme ça, en étant femme de chambre, gouvernante, à moitié nounou, à moitié je repasse des fringues. Et d'employeur en employeur, elle se retrouve avec des gens qui évidemment veulent l'exploiter. Et à chaque fois elle dit, non, je suis pas une esclave, je vais pas rester. Quand j'arrive quelque part, les patrons ils veulent pas m'embaucher parce que je suis Manja, Mantinedinal. Parce que t'es noir. Parce que je suis noir. Ils se forcent à m'embaucher parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne pour faire le travail que je fais. Ils veulent me faire peur parce que je suis noir, je parle mal français. Mais je parle mal français, mais je ne peux pas me laisser faire. Sans le savoir, elle ouvre des portes en fait. Tu vois, juste le fait de dire à mon père, non mais je t'explique, je vais aller travailler. Elle part, elle va travailler. Elle revient dans la communauté, les autres femmes, elles se disent, mince, attends, là, Émilie, je rêve ou... Là, elle commence à avoir un salaire. Attends, ils sont mariés, il l'a laissé faire. Ok, moi aussi.
Elle a été accusée de ça. Elle a été accusée de, entre guillemets, d'éclater des ménages parce que elle, c'était la rebelle. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et je pense que ça, c'est plus parlant que de faire des grandes théories en disant il faut vous émanciper et de faire des grands discours. Elle fait pas des grands discours. Elle a besoin de bosser. Elle va bosser. Elle revient, on dit les autres. Moi, j'ai trouvé un taf. Vous faites comme vous avez envie de faire. Maintenant, si vous voulez que je vous aide, il y a aucun problème. Je vous aiderai. Et depuis qu'on est petite, son grand truc, c'est de dire quel que soit le mec avec qui vous vous mariez, même s'il est millionnaire, tu te débrouilles, tu trouves un job. Le jour où il se casse, tu restes pas sur le carreau, tu fais tes propres sous, et le jour où il te parle mal, au moins tu auras du répondant. Voilà. Les hommes, ils veulent pas que leurs femmes travaillent. Pourquoi ? Parce que s'ils travaillent, ils ont leur mot à dire. C'était son grand truc, et elle nous a toujours dit ça, et je pense qu'elle avait raison. Mais les femmes, ils voient pas ça. Et elle a raison. Ils voient que c'est pour aider leur mari seulement. Ils ont accepté le pouvoir des hommes. Maintenant, ils sont réveillés et ils ont dit non, ça ne sera pas comme ça. La vie doit être égalité. Chacun fait la révolution dans sa maison. À suivre sur arteradio.com. Sur la vie de ma mère de Lise Gomis, documentaire extraordinaire parole de ta maman et de toi. Donc on entend bien là, effectivement, c'est ta mère qui va t'enseigner, te transmettre ce féminisme, cette indépendance, qui va faire de toi la femme que tu es devenue. C'est vraiment quelque chose que tu penses, que tu ressens, que tu... Complètement. En fait, je l'ai réalisé justement cette fameuse journée, enfin ce fameux déjeuner à la cantine. C'est que je vous parlais de ma mère et c'était pile la période où il y avait tout un tas de bouquins qui sortaient sur le féminisme, sur l'émancipation des femmes. Et puis, plus je regardais ça, plus je me disais, mais est-ce que vraiment j'ai besoin de lire ces bouquins ? Parce qu'en fait, ce qu'elle me dit là, enfin, ce qui est écrit là, moi, je l'ai en version originale sur le terrain et je connais ça depuis que je suis née. Donc, je trouvais ça, enfin... Je me dis c'est bien effectivement pour je pense certaines filles et en même temps j'étais là et je me disais mais en fait je suis pas concernée puisque moi le livre il est vivant et il est sur le canapé en train de regarder les feux de l'amour au Muro. Voilà, et donc c'est comme ça un peu que c'est parti, c'est vraiment elle qui a oui, je dirais ouvert la voie pour mes sœurs et moi, oui. Et cette démarche du coup de faire un podcast que tu disais, c'est cette idée de recueillir la parole de ta mère, la faire entendre à d'autres, et c'est aussi une démarche personnelle pour toi, pour faire un point, pour rendre ce que tu lui dois. Mais il y a beaucoup de ça, oui. Déjà lui rendre ce que je lui dois et aussi garder sa parole parce que je me rends compte qu'elle a cette difficulté à se livrer. C'est pas quelqu'un qui va parler facilement. Autant mon père, on pouvait rester des heures à parler et il nous racontait des tas d'histoires. Autant ma mère, elle a jamais su faire ça. Et donc là, je suis arrivée avec un micro. Alors pour elle, c'était tu amènes un étranger à la maison en plus, donc ça va pas être possible. Et puis quand elle a compris la démarche, c'était quelque part pour archiver aussi. C'est là qu'elle s'est dit, c'est pas idiot. J'ai 75 ans, j'ai des petits enfants. Peut-être qu'un jour cette parole, elle leur sera utile. Et c'est pour ça qu'elle a accepté. Et est-ce qu'il y avait, parce que pour l'un comme pour l'autre, on s'en parlait juste avant que le goûter commence, vos deux parents sont d'origine immigrée, portugaise pour toi et de Guinée-Bissau en passant par le Sénégal pour toi, Lise. Est-ce que vous pensez, justement, c'est une parole rare, c'est nécessaire de la transmettre, mais est-ce que aussi en faisant ça, comment est-ce qu'on arrive à sortir de l'idée qu'on parle pour un collectif ? Est-ce que tu vois, parce que je me rappelle d'une autrice qui avait fait un très beau truc sur sa mère et qui disait, nous les descendants d'immigrés, on a trop tendance à dire nous, et il faudrait peut-être qu'on apprenne à dire je. Mais elle a tellement raison, parce qu'on a l'impression d'être une espèce de masse comme ça, parce qu'évidemment, on a beaucoup d'expériences similaires dans notre, je dirais, accomplissement en tant que Français de parents d'origine, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se recentrer sur soi, on ne marche pas tous ensemble avec les pieds accrochés les uns aux autres, non. Et quelque part, ce podcast, c'est aussi ça. Bien sûr que je pense, on va dire, à une audience plus large, mais honnêtement, je pense que je l'ai fait de manière hyper égoïste. Parce que ce genre de discussion, j'ai du mal à les avoir avec ma mère. Parce que c'est pas simple de parler avec cette dame, parce que je l'appelle cette dame pour vous dire la distance qu'on a parfois. Même quand je lui parle, je dis oh là là, mais la dame. Je dis la dame. J'ai du mal à dire ma mère. Je ne sais pas dire maman par exemple. Je dis pas maman, je l'appelle maman, mais je le dis hyper rapidement. Donc j'ai changé, je l'appelle mamie parce que les petits enfants l'appellent mamie. Mais maman, c'est un terme que je pense je n'ai jamais utilisé.
Donc ce podcast, c'était aussi ça, c'était se rapprocher un peu, c'était un peu brancher cette prise qu'on a jamais réussi à brancher. Pourtant elle est là, on la regarde et on sait que ça va nous amener de la lumière et on n'a jamais réussi à le faire. Alors je sais pas si c'est de la pudeur, j'arrive pas à me l'expliquer, mais ce podcast il a servi à ça. Et oui, à la fin elle était éreintée, mais je pense qu'elle était contente de l'avoir fait. Et bon, la prochaine étape c'est de lui faire écouter, mais moi en tout cas je suis hyper contente de ça, c'est que j'ai réussi à brancher quelque chose avec elle. Et ça, c'est le cas aussi. Toi aussi, Théo, tu as le sentiment que ça a changé quelque chose? Ça a permis une parole neuve entre père et fils? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça a provoqué, en tout cas, peut-être des choses qui sont dites autrement que s'il n'y avait pas eu le micro. Après, nous, on communique plutôt assez bien avec mon père. Alors, parfois, c'est conflictuel, comme on a pu l'entendre, mais par contre, on communique. Après, ouais, par rapport à ta question, Sylvain, sur relever la parole immigrée, je pense que c'est plus largement, en fait, la parole des milieux populaires. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'immigrés dans les milieux populaires. Il y en a certains qui pensent que c'est parce qu'ils recherchent ça, ils recherchent 3 balles d'alloc et 500 € de RSA et ils cherchent à vivre dans des taudis. C'est pour ça qu'ils viennent. Mais je pense que c'est traduire cette parole-là. Et en fait, quand Lise fait un documentaire sur sa mère, peu importe la démarche, quand moi je fais un documentaire sur le mien, ça parle à plein d'autres parce que ça parle aussi du monde et de ce monde-là, quoi, du monde. Je pense que ce qui va parler à beaucoup, c'est quand même cette notion que des valeurs comme ça d'indépendance féminine, de féminisme, on s'attend pas, tu vois, en termes de clichés, à les trouver dans ce cadre-là. Et c'est là aussi, je pense, que ça va parler à beaucoup de gens. C'est-à-dire que ta mère a une force personnelle d'accomplissement, enfin son idée et ce qu'elle dit sur le fait de l'indépendance financière, de l'importance pour chaque femme d'avoir un travail, c'est quelque chose quand même d'assez fort. Et surtout, je pense, elle a commencé à travailler tout début, fin 70. Vraiment, dans notre communauté, en tout cas, c'était hors de question parce qu'en fait, c'était au-delà d'une histoire patriarcale, c'est dans la famille qui est restée là-bas. Il a fait venir ma fille pour la faire travailler comme un forçat. C'était ça l'idée. Donc c'est pour ça que les pères ne voulaient pas que les femmes aillent travailler parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise d'eux, ce sont des... Qui ne sont pas capables de nourrir. Mais exactement. On l'entend bien, ça. Et elle dit, mais en fait, tout ça, c'est du blabla. Je ne veux même pas en entendre parler. Moi, je vais y aller. Et en fait, j'ai 5 enfants. Donc de toute façon, il va falloir que je les aide à grandir. Et pour les aider à grandir de la meilleure façon qui soit, il va falloir qu'on ait un peu plus d'argent pour que ce soit un peu plus cool pour eux. Oui. Stella, est-ce qu'on a déjà des questions et des réactions sur ces documentaires et celui de Lise Gomis? Alors oui, on a une réaction de Muriel qui dit que justement ta mère a tellement raison et que oui, elle voit tellement de jeunes féministes qui se laissent piéger sur le plan économique dès qu'elles ont des enfants. Et on a une question de Lola qui demande si ces enregistrements, aussi bien pour Théo que Lise, s'ils ont eu un impact sur la relation que vous avez du coup toi avec ta mère et Théo avec son père. Bon, ça fait 3 fois qu'on parle de ça, mais c'est vrai qu'on n'en parlera jamais assez. Non, mais c'est ça qui est important. Quand on a appelé ce goûter enregistrer ses parents, c'était ce qu'on voulait dire. C'est un risque aussi d'enregistrer ses parents. Mais en fait, on s'aperçoit, en général, c'est plutôt une bonne chose. Comme on dit, le micro agit comme un tiers qui fait un truchement, quoi. Exactement. Un traducteur. Et tu n'avais pas peur? Est-ce qu'il y a une gêne par rapport à la langue? Elle avait une gêne par rapport à la langue. C'est que quand je lui ai demandé, elle m'a dit, mais en quelle langue je le fais? Je lui dis, mais dans la langue qui te va. Évidemment, on parlera plus en français, mais je te traduirai. Et là, ça a été le vent de panique parce qu'elle s'est dit, mais je parle pas assez bien français, ils vont pas me comprendre, ou peut-être vont-ils se moquer. Et je lui disais, mais l'idée, en fait, je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi. Donc, moi, je sais comment tu parles. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Et s'il faut, entre guillemets, que je trouve un moyen pour que tu sois comprise, je le ferai. Et ça a été pour elle la vraie angoisse. C'était quand il fallait parler en français, où là, elle avait les 3 gouttelettes sur le nez et ça me faisait rire parce que dès que je voyais les 3 gouttelettes, j'étais là, bon, on fait une pause, on reprendra après. Mais ouais, mais la force, ses punchlines, son impertinence, ça passe de toute façon, quoi. L'essentiel y est. Mais elle ne s'en rend pas compte, c'est la première fois qu'on lui tend un micro aussi. Et est-ce qu'il y a l'un et l'autre, par contre, des sujets que vous refusez à aborder? Parce que dans ce que tu vas peindre dans ce tableau, dans ce documentaire qui sera en ligne à la fin du mois, il y a quand même des choses très très fortes. Hein. Elle va t'aider dans tes études, te soutenir, y compris en finançant, alors qu'il n'y a pas tellement d'argent dans le ménage et qu'il y a 5 enfants. Est-ce qu'il y a des questions que tu n'abordes pas, des questions intimes, des choses où tu penses que ça fait barrage? Ou est-ce que tu as le sentiment que même sur ce plan-là, elle t'a transmis des valeurs d'autonomie féministe, de force?
Alors au début, avant de l'enregistrer, oui, il y avait des sujets sur lesquels je m'étais dit non, mais peut-être que j'en parlerai pas. Et en fait, au fur et à mesure des conversations, les choses se sont déliées et j'ai plus vu ça comme des obstacles, c'est-à-dire que je lance la question. Elle la prend au vol ou pas, mais en fait c'est passé quand elle me raconte qu'elle a perdu un premier enfant, je l'ai su hyper tard ça. Elle me l'a jamais raconté de ma vie et là elle le dit dans quelles circonstances et évidemment c'est quelque chose que si je lui avais posé la question comme ça de but en blanc, elle m'aurait dit mais de quoi tu me parles, mais jamais je me confierais sur un tel sujet qui m'a heurté et là elle le fait. Grâce au micro, certainement. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au micro ou si c'est l'ambiance, le fait qu'à un moment donné, elle a lâché prise aussi. Mais évidemment, ce n'était pas ma première question. On y est allé... Enfin, voilà, il y a eu quand même 2 ou 3 enregistrements avant que tout ça sorte. Donc, non, au final, il n'y a pas tant eu de barrière, même pas du tout. Ce sont des démarches assez longues quand même, parce que toi, ton document, alors après, il y a eu... oui, après, moi, j'ai une vie compliquée. T'as eu des vies compliquées et très actives, tu fais beaucoup de choses, donc on a attendu aussi que tu sois disponible. Mais c'est vrai qu'on est passé par plusieurs étapes pour arriver à le monter, ce documentaire. Peut-être la chose qu'on peut dire, je crois que dans n'importe quel cas, enregistrer ses parents, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais en même temps, plutôt moins finalement qu'avec une personne lambda qu'il faudrait apprendre à connaître. On les connaît déjà. Il s'agit juste d'arriver avec le micro. Mais peut-être que le micro, le premier coup, tu as senti une évolution quand même par rapport à la prise de son qu'elle acceptait mieux. Mais complètement. On a quand même enregistré sur 3 ans. Le premier enregistrement, c'est avril 2017. Ça commence parce qu'elle me dit, ça fait 50 ans que je suis en France. Ça a commencé comme ça. Et là, je me suis dit, elle m'a donné le moyen de l'attraper. Parce qu'elle me dit, il y a une intro là. Exactement. C'était la date anniversaire, ça devait être février 2017. Elle me dit, aujourd'hui, ça fait 50 ans que je suis en France. Et là, je lui dis, ça fait 50 ans. On est obligé de le célébrer d'une manière ou d'une autre. Je vais revenir avec un micro. Je lui dis ça en rigolant. Et là, je sens que l'ouverture, elle était là. Et c'est comme ça que j'ai fini par l'attraper. Et ensuite, l'année d'après, quand je suis revenu avec le micro, même si ça faisait 1 an, elle était beaucoup plus détendue. Et voilà comment les choses se sont déliées simplement. Stella, est-ce qu'on a toujours des... Ça crépite sur les internets? Ça crépite. Alors on a une remarque de Lama qui te félicite car faire accoucher sa mère de la parole, c'est très fort. Donc bravo pour ton travail. On a Jean-Benoît qui aimerait revenir donc sur les rapports père-mère. Et qui demande si du coup il y a eu des changements au sein de la famille avec les autres membres. Donc pas que les parents, mais s'il y a eu des changements avec les autres membres de la famille suite à ces enregistrements. Toi, de toute façon, c'était ta mère que tu voulais enregistrer. C'était elle, parce qu'il y avait cette idée aussi de... Parce que ça ne parle pas que de ta mère, ça parle de toi. Oui. C'est aussi dire comment, moi, Lise Gomis, j'en suis arrivé là, star mondiale sur les internets et partout. Non, mais tu fais de belles séries sur arte.tv. Tu as fait une très belle série sur le skate, on dit c'est comme ça, ça. Sur les sports de glisse en Afrique. On a fait ça en 2018 et c'était une expérience géniale et ça s'est hyper bien passé, oui. Et tu prépares une série sur les LGBT en Afrique aussi? Alors ça, c'est la prochaine étape. Donc là, on est à l'étape de l'écriture et effectivement, oui, ce sera le prochain gros sujet. Mais ce que je veux dire, je dis ça pas juste pour faire ta promo, mais parce que ce que tu es devenu, donc tu vois, enfant des Mureaux et tout, d'une famille de 5 enfants immigrés, tu penses aussi que c'est surtout à ta mère que tu le dois. Et est-ce que tu te sens redevable? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je pense pas que je me sente redevable. J'ai l'impression qu'en fait c'est naturel. Alors là vous m'avez moi assise là, mais si vous aviez mes 4 autres frères et sœurs, c'est le même combat. Hein, j'ai envie de vous dire. Alors on a des parcours qui sont complètement différents, mais et à la fois et ma mère et mon père ont eu ce truc de nous dire en fait c'est tout droit là. Il faut viser là et continuer. Et même quand tu penses être arrivé au point, il y a encore une autre étape à passer. Donc on a toujours été élevés comme ça. Je pense, si je suis redevable, je dirais que c'est auprès de mes neveux maintenant. Parce que notre mission, c'est de leur transmettre ce que nos parents nous ont transmis, parce que les plus jeunes n'ont pas connu mon père, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Mais non, je me sens pas redevable. Je me dis juste, on est la continuité et on va faire comme ils ont fait, avec peu de moyens, mais au final, on y arrive, quoi. Mais il y avait aussi des stratégies de la part de tes parents, notamment ce que tu racontes dans le documentaire, c'était le plus tôt possible d'emménager dans les pavillons pour être
je ne sais pas comment on disait, avec les Français, avec les Blancs. En fait, c'était même pas tant... Enfin, il y a de ça dans l'idée. C'est-à-dire que moi, je suis né dans une cité qui s'appelle Les Musiciens, allée Georges Bizet. C'était des énormes tours. Moi, je suis né en 80, donc mes frères et sœurs sont nés entre cet appart et le précédent. Et puis, à un moment donné, mon père, quand même, regarde un peu la situation se dégrader. Il se dit, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée là pour élever 5 enfants. Et donc, il fait la démarche de faire un prêt à la banque. Donc, je vous passe les détails, ça a été quand même une galère. Et il achète... donc ce pavillon et cette maison, ça a été à la fois notre bouée de sauvetage et en même temps notre drame parce que on a été décriés, mais pour qui ils se prennent alors ils se prennent pour des petits blancs, on est tous là, pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas, de toute façon la maison ils pourront pas la payer, donc ils finiront par être expulsés, on attend bien, ils verront bien, et en plus je sais pas pourquoi ils achètent une maison parce que le but c'est de repartir en Afrique, il y avait tout ça. Ah oui. Et les deux disent cause toujours, t'as bien raison, mais nous, en fait, là, l'objectif, il est là et on va quand même acheter cette maison. Et effectivement, quelque part, c'est pas que ça nous a sauvés, mais ça nous a ouvert un autre horizon, en tout cas. C'est-à-dire que d'un coup, on se retrouve à vivre avec des gens qui sont différents de nous et ça t'apprend à t'adapter, à vivre, je dirais oui, à vivre ton destin de jeunes Français. Eux, mes parents sont pas français, enfin mon père si, ma mère non, mais ils avaient bien compris que là, ils étaient en train de créer des citoyens français. Donc comment on fait pour qu'ils le soient pleinement ? Et qu'ils aient les mêmes chances que les autres. Qu'ils aient les mêmes chances que les autres. Tes parents sont pas dupes, qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les autres. Mais oui, ils se sont bien rendus compte que il y avait peut-être plus de chance en passant par ce chemin-là, même si ça va nous coûter, même si effectivement, oui, on a été en commission de surendettement parce qu'à un moment donné, c'était hyper serré, mais on l'a fait. Et là, maintenant, elle est propriétaire depuis à peu près 10 ans et ça la fait rire. Elle dit, mais tu te rends compte ? Mais jamais j'aurais cru qu'un jour, je pourrais dire, cette maison m'appartient. Et aujourd'hui, oui, cette maison, c'est la sienne. Et elle est hyper fière parce qu'elle se rend compte qu'elle a réussi à mener à la fois ses 5 enfants, cette maison, et elle-même, elle a réussi à passer un cap. Moi-même, je suis un peu envieux. Je me dis, mais attends, j'ai 40 ans, je suis même pas propriétaire. Et la dame, encore une fois, ouais. Elle a acheté une maison et elle a une maison au Sénégal. Et elle était femme de ménage. J'ai presque même, je me dis... Non mais j'ai loupé un truc en fait. Comment ils ont fait alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire ? Alors que moi j'ai toutes les clés en main et je le fais pas. C'est un parcours extraordinaire. Voilà. Ouais, entre-temps les prix ont beaucoup... Non mais toi oui, t'es journaliste à Radio Nova et sur Arte en même temps, bon... c'est vrai que c'est pas là qu'on fait de l'argent. T'es pas prêt d'être propriétaire, c'est pas là qu'on se fait tant d'argent. Lise, Stella, on a encore des questions ? Oui, on a encore une question. Alors Colette qui demande si vous voyez des écueils dans l'enregistrement des parents et si oui, comment les contourner ? Ouais, très bonne question. Il y a des écueils, des choses difficiles, des choses qu'on n'aborde pas. On est sur des sujets assez tendus, comme tu dis, ta mère qui n'est pas très à l'aise en français, ton papa qui a des troubles psychiques. On prend un risque à faire entendre ça aux autres. On prend un risque de voyeurisme, de dévoilement. On prend un risque de leur faire de la peine. On prend le risque de passer pour quelqu'un qui se fait mousser sur le dos de gens qui, comme tu dis, ont affronté des trucs vachement plus difficile. Enfin, tu vois, une génération qui a souffert peut-être plus. Ton père aussi, immigré portugais. Ouais. Forcément, c'est pas évident. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois, on cherche à les préserver. Moi, je cherchais vraiment à le préserver, forcément. Et puis d'autre part, quand on parle de nos parents, on parle beaucoup de nous aussi, quoi. Et ça donne l'impression de se mettre à nu. Et peut-être qu'on parle de nous dans une façon, en plus, dans laquelle on peut un peu moins mentir que si c'était un truc directement sur nous. Et d'ailleurs, souvent, je pense que c'est arrivé à tout le monde d'essayer de censurer ses parents en public de peur qu'il aille sur des terrains glissants oui. Parce que ça nous mouille, en fait. Et complètement. Et du coup, ouais, je pense que c'est hyper intime, en fait, quoi. Et du coup, forcément, c'est pas évident. Hein. Donc, ça nous implique beaucoup nous-mêmes, quoi. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti. C'est exactement ça. C'est l'histoire de... Enfin, j'interviewe ma mère, mais c'est moi aussi, c'est mon histoire. Je pense qu'avant même de demander à ma mère, je me suis posé la question de est-ce que vraiment j'ai envie, moi, de prendre la parole ? Est-ce que vraiment j'ai envie de dire mon histoire et de la déclamer comme ça et de la donner à un public que je ne connais pas, qui va être peut-être critique Enfin voilà, c'était ça la première vraie question. Mais après, des écueils à enregistrer ses parents, je sais pas. Oui, je pense que le premier, c'est
moi, mon plus grand, pas souci, hein, mais c'était effectivement de ne pas avoir une démarche un peu trop voyeuriste de c'est la petite fille de banlieue. Enfin, je sais pas, je n'avais pas envie de rentrer dans un espèce de stéréotype et cliché de c'était la petite maison dans la prairie en banlieue et maintenant je suis journaliste, mais comme disait Sylvain, je suis journaliste pour Radio Nova et Arte Radio. Autant vous dire que vous n'allez pas aller bien loin, mais en tout cas je fais ce que j'aime, c'est ça le principal. Mais j'avais peut-être un peu peur de ça, du cliché, la fille de banlieue qui a réussi, qui est un modèle, voilà. Alors que bon, des filles comme moi, il y en a 1 milliard, il y en a d'autres qui ont même des parcours bien plus brillants que le mien, et ça c'était un peu la petite peur que j'avais, oui. Mais c'est toujours aussi cette question, est-ce qu'on parle pour soi ou pour tous les autres? Est-ce que tu vois, oui. Quand tu prends la parole et que tu prends le micro... Mais forcément, c'est une conversation qu'on a souvent, toi mais et oui, moi. mais forcément, on parle un peu pour les autres parce que on sait comment ça fonctionne et que quand il y en a un qui fait une connerie, malheureusement, on est tous mis dans le même sac et ils font tous des conneries. Donc forcément, quand on réussit à faire quelque chose, en tout cas qui peut un peu nous élever, on a envie d'embarquer tout le monde avec soi parce que d'habitude on nous met la tête sous l'eau. Donc pour une fois que j'ai la tête hors de l'eau, vous savez quoi, on y va tous ensemble, évidemment. Même si je suis la première à dire, je parle en mon nom et pas au nom de tout le monde. Mais on peut pas y échapper, surtout dans la situation actuelle. Hein. Et du coup, ta mère, tu penses qu'elle est exceptionnelle au sein, par exemple, de la communauté des femmes Mandjak Tu penses que ta mère est une femme africaine exceptionnelle ou que ses valeurs, cette indépendance, c'est quelque chose qu'on va retrouver? Je retrouve ça quand même chez certaines de mes tantes. Enfin, je retrouve ces caractéristiques. Après, je pense que sa force, c'est qu'elle n'a pas peur de parler. Quand elle doit faire quelque chose, que les gens pensent à mal ou pas, elle le fera quand même. Et c'est marrant parce que quand elle l'a quand même fait, forcément, derrière, il y a des gens qui se disent « Ah mince, elle l'a fait, nous aussi, attends, mais laisse la porte ouverte, on arrive !» Et elle laisse la porte ouverte et tout le monde y va. Mais je pense qu'elle n'a jamais eu peur de faire le premier pas, d'être la première à faire. Mais sinon, ces valeurs-là, je les retrouve quand même pas mal. Mes tantes, les mères de mes copines, Mandjak, il y a ce truc. Et puis c'est aussi quelque chose qui nous caractérise. Le Mandjak, comme on dit, est travailleur. On est des paysans, on a les mains dans la terre et on sait que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Donc c'est con. Mais ça permet de garder le cap, en fait. Être travailleur, c'est possible, mais de transmettre à sa fille des valeurs d'indépendance, de féminisme, d'autonomie par rapport aux hommes, c'est encore autre chose. Ça, c'est parce qu'elle a peur de rien, en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout qu'elle n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Ah ouais, non, ça. Et elle ne nous a jamais, mais alors jamais, moi je me souviens, je faisais de l'athlétisme à l'époque à Levallois, donc je prenais les derniers trains de Saint-Lazare pour rentrer au Mureau. Et souvent, je croisais des dames qui, du coup, faisaient des ménages, mais rentraient tard parce qu'elles faisaient le ménage dans les bureaux hyper tard. Et certaines étaient venues voir ma mère en lui disant « On a vu ta fille à Saint-Lazare à telle heure ». Et elles ont été reçues, c'est tout. et puis voilà, fin de l'histoire. Elle a jamais écouté ce qui se disait dehors. Elle disait mais moi je connais mes enfants, donc s'il y a un problème, on va le régler ensemble. J'ai pas besoin de toi j'ai pas besoin qu'on me rapporte ce que mes enfants ont fait. Je peux régler ça toute seule. Donc ça c'est quand même, ça permet d'avoir confiance parce que oui, j'avais des copines qui oh là là, je peux pas aller là parce qu'il y a la mère d'une telle qui va aller dire ça à ma mère. Moi j'ai jamais eu ce truc. Je suis toujours sortie de manière hyper libre. Et sa grande phrase c'était tu connais tes limites. En partant de là, je pense que tu peux y aller. Bon, voilà. Ok. C'est quand même une femme assez aussi exceptionnelle, mais comme il y en a plein, mais elle a aussi cette personnalité, cette singularité. C'est aussi à ça que sert le documentaire. C'est pas justement à pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est à faire ressortir des parcours qui sont pas forcément exemplaires, mais qui sont chouettes, qui sont exceptionnels. Et toi, tu as senti ça aussi? Tu penses qu'il y a une transmission de... parce que tu grandis dans un milieu super populaire et tu fais de la radio, autant dire que tu vois, c'est un accomplissement social extraordinaire. Oui, bien sûr. Tu bosses en radio associative dans la Drôme, je veux dire, gars, même quand on a radio associative en plus au fin fond de la Drôme. Non, mais si. Après, moi, c'est clair que, et puis, je pense que mes parents, ils sont pour beaucoup aussi dans ce qu'ils m'ont transmis. Pareil, cette envie de parfois me dépasser, de m'encourager toujours à aller plus loin. Par exemple, dans les études, moi, la fac m'a aussi un peu... le fait de passer par les études m'a permis de faire ce que je voulais et continue de me faire ce que je veux aujourd'hui. Donc ça, c'est une chance. Ouais, carrément. C'est pour ça que c'est important d'enregistrer ses parents. C'est pour ça qu'il faut le faire, peut-être. Il y a leurs paroles à eux
qu'il faut pouvoir transmettre, qu'il faut pouvoir conserver. Il y a toute la parole de ces gens, des immigrés, des milieux populaires ou d'autres, mais qui n'ont pas parlé, parce que la plupart des gens ne seront jamais interviewés et ne seront jamais enregistrés, mais il y a aussi, peut-être, ça nous permet de mieux se comprendre. C'est une parole qui va à son tour être transmise quand ils seront plus là. Stella, tu me regardes, je pense qu'il y a des dernières questions. Oui, il y a une dernière question de Louisa qui demande justement comment on fait pour passer le cap des larmes qui vont arriver, surtout si on évoque les parents disparus, éviter le pathos. Alors, on va pas demander ça à Lise, parce que... Oui, j'ai perdu mon père en 2005. Je sais même pas comment dire, c'est que j'ai perdu mon père, mais il a toujours été présent chez nous. Donc on ne pense plus à lui, on pense pas à lui comme quelque chose de triste. Il est là en fait. Voilà comment on se dit ça. Donc quand même pendant l'enregistrement, des fois on évoquait des petites histoires avec mon père et on en riait. À aucun moment il y a de la tristesse dans ce qu'on dit parce qu'en fait on vit, on le vit. En gros, on le vit lui et donc je suis pas très confrontée à ce problème-là. Sur d'autres sujets, oui, qui vont me tirer les larmes, mais pas sur le sujet de la perte de mon père. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Au dernier goûter, on a écouté Mon père de Marc Samouhamad, de Juliette Jabkiro, et à un moment, son père pleure, elle se met à pleurer, ils pleurent tous les deux, c'est fantastique. Ça fait de la bonne radio, en tout cas. Le rédacteur en chef est content quand les gens pleurent. Faut vraiment pas craindre ça. Faut pas craindre du tout ça. Mais moi, je serais mauvaise, parce que je pleure pas sur mon père, au contraire. Bon. Non, mais je veux dire, même, c'est vrai que dans ce genre de démarche, il pourrait sortir. Qu'est-ce qu'on fait des choses douloureuses qui sortent ? Toi, tu t'es affronté, c'était une situation plutôt douloureuse. Il ne s'agissait pas de faire un portrait. Et bon, voilà. Ça fait du bien. Puis c'est des choses douloureuses qui donnent envie de se battre aussi. Je pense que c'est le cas de Lise qui du coup, dans son parcours, dans son féminisme, moi, c'est le cas aussi sur d'autres plans. Et je pense que c'est ça qui est important aussi dans cette transmission-là, c'est de se dire, en fait, la chose positive qu'il y a derrière cette souffrance, derrière ce pathos, c'est l'envie de se battre, parce que quand un proche souffre, on a envie de se battre. Et voilà. Et puis, on a ce beau matos, tu vois, ton docu, il parle d'écoute. Ouais. Ton père entend des voix, il entend des voisins, toi tu as un micro pour l'entendre, ta mère, il y a la question de la langue, tout ça c'est de l'écoute, c'est de la transmission, c'est du bouche à oreille. Vous faites le boulot, il va servir à d'autres, il va résonner, j'espère, chez les gens qui vont l'entendre. C'est déjà le cas sur ton documentaire, il y a déjà des commentaires en ligne qui disent ouais, parce qu'on va tous être confrontés à un moment ou à un autre aux défaillances de et on l'est tous. On va être confrontés à cette question de transmission, de l'origine et tout. J'en parlais hier à une amie, je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques en France. Si on fait le calcul, en fait, on a tous un ou une proche en fait, qui en souffre. Et c'est quelque chose dont on parle très peu. Et moi, c'était aussi ça. C'était à la fois parler de l'histoire avec mon père, mais aussi de parler à la fois des autres personnes qui accompagnent des proches, et puis même plus largement. Moi, j'espère qu'en fait, nos petites histoires, elles parlent à d'autres du fait sur plein de plans. Je pense qu'il y a les outils de communication, par exemple, qui sont très présents dans mon documentaire, le portable, l'ordinateur et tout. Je pense qu'on a tous déjà eu peur quand notre portable fonctionne plus, quand on perd notre ordinateur, et on est complètement anéanti parce qu'on a nos vies dans ces objets. Sur d'autres plans encore, je pense que ça parlera, ça peut parler largement à plein de personnes, parce que ça parle de nos réels en fait. Même si vos parents n'entendent pas des voix ou n'arrivent pas d'Afrique, vous pouvez enregistrer vos parents. Pourquoi ? Parce qu'on a tous ces objets dont tu dis, dans lesquels il faut remettre de la chair, il faut remettre de la vie, il faut remettre du sang, et pour ça, la radio, l'enregistrement, c'est quand même le top, c'est moins intrusif, c'est moins violent, ça se conserve beaucoup mieux, ça prend la voix de quelqu'un qui n'est plus là, ça le fait exister éternellement. Les voix disparues ne disparaissent pas, en vrai, elles sont toujours présentes. Il suffit que vous écoutiez la voix de quelqu'un qui a disparu, vous le savez, elle est là beaucoup plus que par une photo ou une vidéo. Sur les audioblogs d'Arte Radio, qui est notre petite sœur jumelle, vous trouverez tout un tas de conseils pour enregistrer vos parents ou vos enfants, ou qui vous voulez, des conseils pratiques, quel micro choisir, comment se placer, comment faire. Donc plein de conseils pour enregistrer, et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le mettre en ligne sur un audioblog d'Arte Radio. Je vous remercie beaucoup. Merci. Théo Fortunato et Lise Gomis. Vos docus sont très différents, ils sont tous les deux magnifiques. Mon père est sur écoute de Théo est déjà en ligne. Sur la vie de ma mère de Lise le sera à la fin du mois. Merci beaucoup à Stella de Feder d'avoir géré les réseaux comme toujours. Et puis
en direct depuis la Maison de la Poésie à Paris. On a bénéficié des bons soins de Bertille à la réalisation, de Léna au son et de Martha aux lumières. Merci beaucoup de votre fidélité, d'être là à tous écouter. Le prochain aura lieu début mai, c'est-à-dire juste avant la libération générale du pays de nos consciences, de nos âmes et de nos corps. Enregistrez vos parents, enregistrez ceux que vous aimez, et sinon, écoutez le monde et les vies qu'on y mène. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne fin de dimanche. À bientôt.